Bonsoir, je suis avec Madame Bariza Khiari, sénatrice de Paris, vice-présidente du Sénat et présidente de l'Institut des cultures d'Islam. Je rappelle qu'il est de passage au Maroc pour préparer donc une prochaine visite de M. Emmanuel Macron, candidat aux élections présidentielles en France de 2017. Et je rappelle aussi que Mme Khiari est au Sénat avec la casquette PS. Et bien entendu, première question qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord comment et pourquoi vous vous êtes rallié à M. Macron. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à un petit peu à avoir ce froid avec le Parti socialiste et rejoindre M. Macron dans cette aventure? Alors j'ai rejoint Emmanuel Macron sur une question qui est une question essentielle et vitale pour moi, c'est sur la question des valeurs. La question des valeurs, c'est une colonne vertébrale et je pense qu'il y a une forme, les valeurs sont intangibles. Quel que soit le temps, les valeurs sont intangibles. Et il s'est trouvé que la gauche de gouvernement a eu cette idée magnifique de la déchéance de nationalité. J'ai considéré que c'était le naufrage de la gauche et que pour moi, c'était plus possible de pouvoir cohabiter avec des gens qui avaient proposé cette mesure. Parce que si ça avait été la droite qui l'avait proposé, nous serions tous dans la rue pour dénoncer ça. Alors, de la même manière que quand Sarkozy, avec Guéant, ont proposé la circulaire Guéant. Vous vous souvenez de cette circulaire qui concernait les étudiants étrangers pour leur travail en France. Dès que ça concerne les binationaux, je me sens concernée. Et donc, j'ai fait une résolution au Sénat sur la circulaire Guéant, elle a été abrogée. Et sur la déchéance de nationalité, j'ai été la frondeuse du Sénat et ça a été finalement retiré. Ce texte a été retiré. Mais ça a laissé des traces. En tout cas chez moi, ça a laissé des traces. Et j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que sur ce sujet, il a été impeccable et il a dit une chose assez profonde, que ça lui a procuré un inconfort philosophique, alors qu'il était au gouvernement. Seul Christiane Taubira a démissionné sur cette question et seul Emmanuel Macron, membre du gouvernement, s'est exprimé sur le sujet. Donc ça commençait bien. Avec lui, ça commençait bien. Il y a aussi la question de la laïcité, qui est très importante pour moi. Je ne supporte pas la laïcité de combat. Je considère que la laïcité, c'est un espace de concorde qui nous fait vivre ensemble avec nos différences. Et Emmanuel Macron prône une laïcité de liberté. Et j'approuve complètement. Il n'hystérise pas le débat sur ces questions. Il se préoccupe des questions d'emploi, des questions sociales, des questions il se préoccupe de conjuguer la liberté et les solidarités pour tous. Et ça m'intéresse. Et donc voilà la raison pour laquelle je suis en froid avec la gauche du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, très très tôt, j'ai rejoint Emmanuel Macron. Et donc il m'a nommée ambassadrice déléguée. Je suis sa déléguée nationale. Et voilà donc la raison pour laquelle je suis au Maroc. Je suis au Maroc à l'invitation de Hamza Haraoui, qui est le référent d'En Marche Maroc, qui est un jeune Marocain très dynamique et qui a autour de lui toute une équipe. Et la démarche d'Emmanuel Macron dépasse les Français, dépasse les binationaux, intéresse la jeunesse marocaine aussi, à titre de modèle et à titre d'exemple pour voir. C'est une démarche qui est inspirante, qui est nouvelle, novatrice. Et les jeunes sont assez intéressés par cette démarche. Alors, deuxième question préliminaire, si vous permettez, Madame la sénatrice. En acceptant de ne pas participer à la primaire gauche, M. Macron a peut-être pris un risque, c'est un défi aussi, et on l'a qualifié, c'est un qualificatif qui a un petit peu circulé dans la presse, de candidat hors système. Est-ce que ça vous arrange ce genre de qualificatif? Et lorsqu'on dit hors système, il y a des raisons pour cela, parce qu'on connaît un petit peu les positions de M. Macron sur plusieurs questions. Une fois, c'est des positions qui sont un petit peu à gauche, une fois un peu à droite. Et donc, on n'arrive pas à le situer. Est-ce que c'est vraiment un candidat hors système? Alors, si pour vous, le hors système, c'est le bipartisme, oui, il est hors système dans ces cas-là. Mais moi, je n'appelle pas ça candidat hors système. J'appelle ça un candidat qui est au-dessus des partis. C'est un candidat qui est au-dessus des partis parce qu'il s'est rendu compte que les partis, c'était devenu des appareils qui étaient des appareils qui tiraient les gens par le bas
des appareils qui fonctionnent avec 100 personnes dans leur propre, qui fonctionnent en cercle fermé autour d'une centaine de personnes, et que ça ne répond plus aux besoins des Français. Donc il s'est sorti des obligations d'être de droite ou de gauche. Exemple, la liberté a été souvent reconnue comme étant un totem de la droite, et l'égalité un totem de la gauche. Et bien lui, il allie les deux. Il n'oppose pas les deux. C'est liberté, égalité et solidarité. Et donc, c'est le seul candidat à pouvoir dire j'ai des positions qui peuvent paraître libérales, qui peuvent paraître des positions de liberté, mais à côté de ça, j'offre des solidarités et des sécurités pour l'ensemble des Français. Et donc son programme, sa vision, c'est une vision qui découle de la liberté conjuguée aux solidarités. Alors, compte tenu de plutôt de l'objet de votre déplacement donc, au Maroc, on ne peut en fait parler que de questions essentielles en matière d'affaires étrangères et en particulier donc, en relation avec les relations franco-marocaines. C'est des questions sur lesquelles en fait M. Macron ne s'est pas beaucoup prononcé et ne s'est pas beaucoup positionné. Et je voudrais sur ce point aborder un petit peu avec vous 3 ou 4 axes. 4 axes qui me paraissent un petit peu essentiels. D'abord, la coopération économique entre les 2 pays, parce que lorsqu'on a un candidat que nous ne connaissions pas, qui n'est pas très... C'est un jeune candidat en fait, donc on est en droit d'avoir un petit peu quelques incertitudes. Alors en matière économique, vous savez que le Maroc est lié à la France avec plusieurs accords donc, de commerciaux. Nous avons plus de 500 entreprises françaises qui opèrent au Maroc, dans plusieurs secteurs, agroalimentaire, textile, aéronautique, automobile, services, banques et assurances, etc. Et on a gardé en mémoire un petit peu une position à l'époque de M. Arnaud Montebourg, qui était ministre donc, du redressement productif et qui avait en fait lancé cette idée de relocaliser les centres d'appel donc, en France. Et c'était un peu, ça créait un peu d'incertitude. Quel est votre regard un petit peu sur cette coopération et ce positionnement des entreprises françaises au Maroc? Alors, vous avez raison de me poser la question parce que effectivement, Emmanuel Macron est sur le terrain de jeu des politiques est relativement récent. Donc vous avez tout à fait raison de poser la question. Alors moi, je commencerai par la vision. Emmanuel Macron a une vision de la continuité de l'État. Ça a été un haut fonctionnaire, donc il a une haute opinion des choses qui ont été signées, qui ont été défendues, donc il sera dans la continuité de l'État. Pour moi, ça ne pose pas aucun problème. Maintenant, sur les questions que vous posez par rapport à l'exemple que vous citiez de Montebourg, Emmanuel Macron est quelqu'un de pragmatique. Il regarde ce qui se passe autour de lui. C'est un homme qui est dans son siècle, et qui est aujourd'hui il est à l'aise avec les nouveautés du jour et il se projette, il a une vision parce qu'il est en capacité de se projeter dans l'avenir. Alors c'est quelqu'un de pragmatique qui regardera ce qui marche et vous aurez les appuis sur tout ce qui marche. En tout cas, je dois vous dire que l'amitié franco-marocaine est pour nous essentielle. Essentielle. Nous avons vu, il y a quelques années, j'étais bien placée pour le savoir, quand il y a eu cette brouille entre la France et le Maroc, combien nous, Français, nous avons souffert de ça. Nous avons souffert de ça parce que quand tous les éléments sont coupés, notamment d'information, de justice, de sécurité, nous sommes perdants. Et donc nous avons, à cette occasion, et peut-être plus qu'avant, parce que quand on est amis, on ne se rend pas compte. C'est quand l'amitié vous manque que vous finissez par vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. Et là, nous nous sommes rendus compte de l'importance du Maroc en termes stratégiques pour la France, notamment en matière de sécurité. Donc, les liens avec le Maroc ne peuvent qu'être confortés, confirmés par Emmanuel Macron. En plus, Emmanuel Macron est quelqu'un qui prône l'entreprise, le risque, la prise de risque, et il se rend compte qu'au Maroc, parce qu'il a quand même vu qu'au Maroc, il y avait énormément d'entreprises privées, énormément de jeunes qui se bougeaient, énormément de jeunes entrepreneurs, énormément de jeunes qui avaient fait leurs études en France ou ailleurs dans le monde et qui revenaient au Maroc. C'est quand même relativement rare
des jeunes qui partent faire des études et qui reviennent au Maroc et qui amènent avec eux des standards internationaux. C'est grâce à ça que le Maroc est à la pointe, parce que vous avez un système bancaire qui est exceptionnel, que vous importez maintenant en Afrique. Vous avez une hôtellerie et un tourisme florissant, au moins des techniques, parce que le tourisme, ce n'est pas seulement les paysages, c'est toute une ingénierie. Et le Maroc dispose de cette ingénierie. Donc, l'éducation, la formation sont au centre des intérêts d'Emmanuel Macron. Et donc là, il y aura, je pense, une amitié pérenne, qui est séculaire et qui devrait se prolonger, qui devrait au contraire se renforcer. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Toujours avec cette question sécuritaire, il y a la question de l'immigration, où le Maroc est très concerné, enfin dans les deux sens, l'immigration française au Maroc et l'immigration marocaine donc en France. Et nous avons une communauté parmi les plus importantes qui peut avoir aussi des incertitudes concernant la personnalité et le programme de M. Macron, pour lequel, qui plutôt a tendance à être un programme de droite. Est-ce que vous ressentez un petit peu ces sentiments, vous qui vivez en France, de cette communauté marocaine qui vit Alors, je récuse le programme de droite. Je dirais plutôt c'est un programme, plutôt une vision de liberté, d'entreprise. Et pour la communauté française, d'abord, qui est ici, il y a plus de 55 000 Français qui vivent au Maroc. C'est extrêmement important pour nous, extrêmement important pour nous. Nous sommes très attentifs et je pense qu'Emmanuel Macron, qui est un pragmatique, verra les questions qui sont liées justement à cette communauté française. Alors, je crois savoir que ce sont des questions d'éducation, des questions de sécurité, des questions de santé, des questions de sécurité sociale et les questions des sécurités en règle générale. Emmanuel Macron, quand il viendra au Maroc, ne viendra pas les mains vides. Et je pense qu'il saura s'adresser à la communauté française et il saura leur dire quelle est la vision qu'il a pour eux, parce que ce sont des Français comme les autres, de la même manière que tous les binationaux sont des Français comme les autres. Pour lui, ce sont des Français comme les autres. La communauté marocaine en France, bien, dans la mesure où les choses se passent bien, et ça se passe bien, l'énorme majorité de l'immigration, qu'elle soit marocaine ou autre, les choses se passent bien. Il y a toujours dans les communautés quelques brebis galeuses. Nous les combattons, et vous les combattez au Maroc comme nous les combattons en France. Et je parle là des formes d'obscurantisme et qui peuvent dériver vers la radicalisation. Nous les combattons avec des informations qui nous viennent du Maroc et nous les combattons aussi avec nos moyens en France. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a non seulement une amitié pérenne, une amitié séculaire, mais il y a aussi des intérêts communs. Des intérêts communs. Et je ne sais plus qui disait, le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Je dirais qu'on a des amis et aussi des intérêts. Non, ce n'était pas complètement faux, mais je pense qu'on peut avoir aussi des amis et des intérêts communs. Bien. Alors, il y a une autre question qui me tient à cœur, en fait, la coopération culturelle. Alors, l'impression, je ne sais pas si vous avez aussi cette impression, nous avons l'impression que le rayonnement de la culture et de la langue française régresse dans notre pays, en faveur d'autres cultures, d'autres langues. Nous avons de plus en plus de missions étrangères qui n'avaient pas d'existence au Maroc, belges, anglaises, espagnoles, etc., qui se renforcent au détriment un petit peu de la mission culturelle française. L'impression en fait qu'a le Marocain, c'est que en fait cette régression, et ils mettent en cause plutôt les responsables de la mission culturelle française, qui mettent plusieurs blocages et plusieurs difficultés pour l'accès et pour l'expansion un petit peu de ces établissements au Maroc et l'accès donc des étudiants marocains en France. Je ne sais pas quel est le regard. Alors, vous dire d'abord qu'Emmanuel Macron est un homme de culture. C'est extrêmement important quand... et c'est aussi ce qui m'a fait, qui a fait que j'ai trouvé la personnalité de M. Macron intéressante. Vous savez, la dimension humaine que donnent les lettres et la culture, c'est extrêmement important. Donc c'est un homme de culture, et comme vous, je suis désolée de voir le rabougrissement
de la francophonie. Mais ce n'est pas seulement au Maroc, c'est partout dans le monde, et c'est pour des problèmes de moyens, de vulgaires problèmes de moyens. Et Emmanuel Macron, qui est un homme de culture, je pense que ça, c'est quelque chose qui va le toucher. D'ailleurs, parce que dans son projet, l'éducation a une importance capitale. Donc, et la langue française, qui est une langue universelle, et qui n'est pas seulement une langue, qui est une langue qui est porteuse de valeurs universelles, démocratiques. Une langue, ce n'est pas seulement la langue, c'est beaucoup de choses. C'est la culture, c'est l'art de vivre, c'est beaucoup de choses. Et je crois qu'il sera extrêmement sensible. Et je pense que je vais vous laisser le soin de lui poser la question quand il viendra. Et je pense qu'il saura vous répondre mieux que moi sur cette question. Bien, en tout cas, moi je suis assurée que c'est un sujet qui va retenir toute son attention et pour lequel il travaillera. Parce que c'est un homme de lettres et de culture. Et c'est extrêmement important. Ce n'est pas un technocrate, au sens sec du terme. C'est quelqu'un qui habille les choses avec un savoir, avec la lutte contre l'ignorance, et il place la culture à un très haut niveau. Vous avez parlé déjà au début de la question de la laïcité, cette question de l'islam de France. Quelle est votre vision et qu'est-ce qui est pour vous donc la meilleure approche donc à faire pour avoir un islam de France tolérant et, comme vous l'avez dit, qui combat un petit peu l'obscurantisme et l'extrémisme en France? D'abord, ça passe par la formation des imams. Ça passe d'abord par la formation des imams. Nous n'avons pas les cadres religieux en France. Et donc je me suis quand même réjouie qu'il y ait cette coopération avec le Maroc. D'abord, j'étais très sensible au fait que le roi Mohamed VI, quand il est allé au Mali, la chose qu'il a offert, ça a été la formation de 500 imams. J'ai considéré que c'était un cadeau exceptionnel, de manière à pouvoir faire connaître cet islam du juste milieu, cet islam malékite, cet islam spirituel libre et responsable. Ça m'a paru essentiel. Les imams sont formés, il y a un accord pour la formation des imams à Rabat, dans un centre dédié. Je suis heureuse que ça se passe au Maroc, pour les raisons que je vous indique, parce que l'islam marocain est un islam, c'est le mien, c'est l'islam maghrébin, un islam ouvert, un islam tolérant, et donc il faut que ça fasse école. Et aussi le fait que des professeurs viennent de France pour enseigner les règles des institutions françaises et les règles laïques. Et donc c'est un mariage qui me convient. Mais je pense que ça ne doit être que provisoire. Parce que nous nous devons, ça c'est valable, parce que longtemps on a considéré la France comme une terre d'immigration temporaire pour les musulmans de France. Alors qu'au contraire, ils font souche, ils restent, ils sont plusieurs générations. Maintenant devraient émerger des jeunes républicains, des jeunes français de confession musulmane, nés en France, qui doivent prendre les responsabilités dans la structuration de l'islam de France. Et nous avons pour cela l'Est français qui est concordataire, où on peut faire ces formations, alors qu'ailleurs on ne peut pas parce que c'est laïque. Et donc je pense qu'à terme, il faudra former des formateurs qui viendront chez nous, former les imams sur le sol français. Je pense que c'est une nécessité, et c'est une nécessité que des jeunes Français de confession musulmane, comme des jeunes Belges de confession musulmane, prennent en main la destinée de l'islam dans leur pays. C'est le sens de l'histoire. En attendant, le Maroc nous aide, et c'est une bonne chose. Très bien. Dernière question, Madame la sénatrice, concernant donc, les expatriés donc, français au Maroc. Vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, ils sont un peu plus de 50 000 au Maroc, et le nombre est en croissance chaque année. Quel est le message que vous voulez leur adresser lors de votre passage ici au Maroc? Alors je dis que c'est une très bonne nouvelle, s'ils sont plus nombreux. D'abord parce que ça veut dire qu'il y a une croissance au Maroc, ça veut dire qu'il y a de l'emploi, ça veut dire qu'il y a des débouchés, ça veut dire qu'il y a des opportunités et qu'ils savent saisir. Donc pour le Maroc, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est aussi une bonne nouvelle pour nous, parce que le fait que des Français voyagent, le fait que des Français s'installent ailleurs, ils peuvent, je pense, de retour au pays, mieux comprendre les gens qui ont souffert de l'exil.
c'est dans les deux sens. Et il y aura une meilleure compréhension de ce que vivent les Marocains ou les gens issus de l'immigration de confession musulmane en France. Alors le message que j'ai à leur passer, c'est un message de confiance. Nous sommes, trop pessimistes en France. Nous sommes un pays riche. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons un social qui est à la mesure des besoins des Français. Nous sommes un pays riche. Je leur demande d'avoir confiance en eux, surtout confiance en eux. Et je pense que Emmanuel Macron est celui qui peut justement tirer tout ça vers le haut parce qu'il est jeune et que finalement, tous les autres candidats sont des redoublants qui ont fait la preuve de leur échec. Très bien. Madame la sénatrice Bariza Khiari, merci beaucoup. C'est moi. Et merci d'avoir accordé cet entretien à notre magazine Challenge Hebdo. Et donc, ça sera peut-être, j'espère, la prochaine fois à l'occasion du voyage et de la visite de M. Macron au Maroc. En tout cas, je l'accompagnerai certainement. Bonne fin de soirée. Et j'aurai plaisir à vous revoir. Merci.